ce pouvoir total, tu vois, c'est un nom, pouvoir total. J'ai même mis en lettres capitales parce que c'est ça qui vient. Et ça, c'est des catégories, Sky, tout à fait nouvelles, qu'on ne connaît pas. Tout à fait nouvelles. Et qu'on va devoir penser, pas seulement penser, auxquelles se confronter, mais qui va nous broyer. Ce pouvoir total, il va nous broyer, mais pas destruction de l'humanité. Non, tu vois, nous broyer insensiblement. C'est une sorte de veau d'or dont tout va dépendre. Comme tu disais tout à l'heure, tu disais justice. Donne-moi un champ de la vie, tu n'en trouveras pas. Tout dépendra. Tout. Qu'est-ce que je fais ce soir? Qu'est-ce que je mange? Où va en vacances mon enfant? Où je vais en vacances? Dans quel hôtel je vais? Qui je dois rencontrer? Quel sport je dois faire? Quel livre? Non. Quelle action je dois faire? Dans l'entreprise, là où il y a encore du... Donc tout va dépendre. Ce pouvoir total. Vous avez peut-être entendu parler de ce philosophe génial hongkongais l'année dernière. Je ris parce que peut-être que certaines connaissent la chute. Je ne sais pas si tu connais la chute. Bruno Le Maire. Arrête avec Bruno Le Maire. Non, quelqu'un qui s'appelle, je ne parle pas chinois, Jianwan Shun. Je te jure, ce philosophe, c'est un jeune type. Il vit à Hong Kong, il est absolument génial. Et il a fait un livre qui s'appelle, produit en fin 2024, un livre qui s'appelle Hypnocratie. Ça sonne fort, tu vois, ça a intéressé beaucoup de journalistes. Avec un petit soma là-dessus, on est bon. Voilà, hypnocratie, philosophe d'un coup, il y a eu des images sur Internet, personne ne le connaissait, mais tout le monde a cru à cette histoire. Hypnocratie, Philosophie Magazine et d'autres éditeurs, Philosophie Magazine, achètent les droits du livre. Sur la jaquette, c'est l'un des philosophes les plus talentueux de sa génération. Il commence à avoir de par le monde des invitations à ce que ce jeune philosophe génial donne des conférences. Le poteau rose a dû être dévoilé. C'était une invention de 10 philosophes postmodernes tardifs italiens qui ont créé cette supercherie, mais avec bonne foi. Bonne foi, c'est-à-dire, ils se sont dit, est-ce qu'il est possible de penser avec ChatGPT? Alors, inutile de te dire, Sky, que quand j'ai vu ça, mon intérêt a été extrême, ma colère et mon envie de décocher le sabre intellectuel du combat, de dégainer, est apparu au même moment. Parce que, notamment Philosophie Magazine, contre qui j'ai rien, mais là ils ont fait preuve d'une naïveté. En général, quand ils abordent l'IA, c'est une catastrophe, parce qu'ils interrogent des ingénieurs, etc., qui sont jugés partis, comme toujours. Au lieu de faire amende honorable, de dire on s'est planté, excusez-nous, parce que moi j'avais été feuilleté, il y avait eu des bonnes feuilles qui étaient parues dans certains sites, notamment Grand Continent, à qui j'ai dit, les gens de... Tu connais Grand Continent, Sky, à qui j'ai dit, je publie un texte sur cette histoire, mais je développe avec le pouvoir total. Gilles Gressani, un des responsables, honneur à lui. Il m'a dit, eh bien, c'est une façon pour nous de faire une autocritique, on accueille ton texte, ils l'ont publié en bonne feuille la semaine dernière, en français et en espagnol. Et donc, je suis allé voir, moi, les bonnes feuilles de ce livre, de ce torchon. C'était du bullshit total, des phrases sensationnalistes, des choses qui ne veulent absolument rien dire. Nous entrons dans une réalité algorithmique, ce qui ne veut absolument rien dire, réalité algorithmique. Ou ce n'est pas une condition qui existe, c'est une chose qui nous traverse. Une sorte, tu avais l'impression d'un étudiant, un adolescent sous acide des années 2020, qui a écrit croissance négative. Pardon? Une croissance négative. Je sais pas, enfin c'était bon. Et non seulement ils ne font pas amende honorable en disant non, on s'est trompé, on a publié un truc, un torchon, on aurait dû être beaucoup plus regardant, mais ils vont interroger les deux philosophes postmodernes tardifs en disant pour nous c'est des machines pour inventer des concepts. Et Alexandre Lacroix, le responsable éditorial, le directeur du journal, il dit donc vous pensez, il conclut, et là j'en suis pas revenu. Donc il conclut l'entretien en disant que vous croyez que les nouveaux Platon et Deleuze, ils vont utiliser ChatGPT pour inventer des nouveaux concepts. Alors, voilà des personnes, ces deux Italiens-là, qui sont totalement ignorants du langage nécrosé, du schématisme à l'œuvre, du ressort de toute la structure technolibérale qui est à l'œuvre, et qui fait que, au lieu de saisir ce qui se joue dans tous ces systèmes, se font les idiots, une fois de plus, les idiots utiles du technolibéralisme, et vont s'imaginer qu'avec ces machines de la mort, vont pouvoir penser plus loin, alors qu'un des enjeux aujourd'hui,
c'est de penser différemment, de penser plus loin, d'analyser cela et de s'opposer à cette pensée homogène qui va faire florès. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut le voir au-delà de cette histoire, qu'il faut le voir comme un marqueur. C'est ça que j'appelle le pouvoir total. Parce que Geoffrey Hinton, qui est un des pères des 10 réseaux de neurones, que le terme n'est pas bon parce que c'est un terme anthropomorphique qui n'est pas du tout approprié, avec Yann Lequin et Yoshua Bengio, tu sais, qui a fait amende honorable en 2023, ce monsieur, 75 ans, qui bossait pour Google, fortune faite, qui démissionne de Google, courage à lui, tu parles, et il dit la situation devient très grave. C'est pour te dire la conscience des ingénieurs. Hein. 75 ans, il se rend compte de la gravité de ce qu'il a produit dans son laboratoire confiné. Tu sais ce que ça veut dire, ingénieur? Je t'écoute. Concepteur d'armes. Pardon? Concepteur d'armes. Concepteur d'armes. Oui, on peut dire aussi qu'ingénieur, comme disait José Ortega y Gasset, ce philosophe espagnol, qui a beaucoup réfléchi sur la technique il y a fort longtemps, il a dit, pour être ingénieur, il ne suffit pas seulement d'être ingénieur. Sur la conscience que c'est d'être ingénieur. Donc ce monsieur, alors que tout le monde disait, ce mec est génial, il se rend compte, il fait amende honorable, etc., lors d'un entretien, lors d'une conférence, une femme lui dit, j'ai la phrase dans le bouquin, hein, lui dit, est-ce que vous pensez que ce serait bien qu'il y ait une intelligence supérieure, on y vient au pouvoir total, qui en gros soit au-dessus de nous tous. Il dit, je ne devrais pas le dire, mais je pense que c'est mieux. Et ben voilà. Voilà ce que nous sommes. Et là, il a de nouveau craqué, si tu veux, le retour du refoulé du mec qui pense que les technologies à terme vont mieux organiser le cours des choses que les humains qui sont faillibles, qui ne font que des bêtises, et que nous allons vers des technologies de la perfection absolue des choses, parce que c'est ça qui est à l'œuvre. On va vers l'autodestruction. Mais l'autodestruction, parlons de vide, parlons d'abandon de nous-mêmes, parce que ceux qui parlent d'IA générative, ou l'intelligence artificielle comme aussi dangereux que les puissances nucléaires, ils disent n'importe quoi, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est tout ce dont on vient de parler, à mon sens. Et puis, il y a le fait que cette puissance-là, cognitive, comment ne pas voir qu'elle va être, ce qu'on disait tout à l'heure, en sophistication sans cesse croissante, qu'elle va être toujours plus omnisciente, qu'elle va déterminer le cours des choses, individuellement et collectivement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que notre conception du politique, notre conception du savoir, notre conception de la science, notre conception des sciences humaines, tu vois, les chercheurs, etc. D'ici quelques années, le présent qui vient, pensez à temps, terminé. Pourquoi veux-tu qu'il y ait des CNRS? Alors des gens vont dire, tout de suite, je vois bien les commentaires, hein. Oui, mais au CNRS, il y a que des gens qui bossent pas et qu'on paye. Bon, laissons tomber. Parlons de la recherche humaine, le fait que l'humain produit du savoir, qu'il y a des institutions pour ça. Depuis, je ne sais pas, Colbert, l'Académie des sciences et techniques, enfin, en Angleterre, 17e siècle, qu'il y a des institutions, qu'il y a des humains qui travaillent, qu'il y a des scientifiques, qu'il y a de la recherche dans toutes les sciences de la vie, dans toutes les sciences du monde, qu'il y a aussi ce qu'on appelle politique, c'est-à-dire des gens qui sont là où ils sont, s'il te plaît ne m'interromps pas parce que je sais que tu vas m'interrompre dès que je parle de politique, dont on se dit, ils ont une certaine, on se le dit de moins en moins, ils ont une certaine conscience de choses pour contribuer, pour un peu organiser le cours de l'affaire des nations, l'affaire collective. Toute cette configuration-là, qui est à l'œuvre depuis 2 siècles et encore plus depuis l'après-guerre, notre modernité, qui est fondée sur 2 choses, sur le savoir et la décision humaine, sur ces 2 choses-là. On appelle le savoir une recherche historique, des recherches contemporaines, des recherches qui s'accumulent, un savoir qui s'accumule et qui fait qu'il y a une quantité de gens qui produisent ça, qu'on va vers cela, que ça nourrit la société, et puis ça nourrit des décisions. Et puis par exemple le fait que, je ne sais pas, l'éruption d'un volcan, d'ici quelques années, capteurs, système d'intelligence artificielle, relié à tout le savoir du monde, tes vulcanologues, je te les mets, on n'en a plus besoin. Tout est à la même enseigne. Donc c'est la question de qu'est-ce qui constitue le savoir dont on doit rappeler qu'il est fondé sur la pluralité. Il y a quantité de... Il a robustesse d'ailleurs. Comment? Et la robustesse. Et la robustesse. Hein, il y a beaucoup de... Karl Popper a écrit sur ça, il y a beaucoup de philosophes du savoir, sur le savoir qui ont travaillé sur la robustesse. Mais aussi c'est la pluralité. Hein, le champ du savoir, notamment dans les sciences humaines, il y a des gens qui disent ça, il y en a qui disent ça, il y a des arguments, il y a dans le champ scientifique et dans le champ de l'histoire des idées, on appelle ça les controverses. Les controverses, c'est fini. C'est fini. Voilà.
La controverse, c'est fini. Le savoir, c'est fini. Et, on l'a dit, la décision. Parce que tout ça, à divers titres, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait à la société? Est-ce qu'on monte tel musée suite à des recherches? Est-ce qu'on s'organise parce qu'il y a des inégalités? On prend des décisions politiques. D'ici quelques années, vient ce que j'appelle le pouvoir total. C'est puissance qui vient, qui va redéfinir totalement notre rapport au réel, notre rapport au savoir, notre rapport à la décision. À la justice. Mais à tout, Sky, à tout. C'est pour ça que c'est autre chose que cette notion très à la mode, là, totalement paresseuse et qui correspond à rien, de technofascisme. Alors c'est le nouveau truc à la mode, et il y a 50 bouquins sur ça, c'est n'importe quoi. D'abord, c'est autre chose de voir que là, il y a quelque chose auquel toute la société participe. D'abord, tu as entendu depuis quelque temps, on entend parler de ce truc technofascisme. Il ne correspond à rien. D'abord, le fascisme, on doit rappeler que c'est une notion qui date exactement d'un siècle, des années 20 avec Mussolini, que ça nommait un pouvoir autoritaire et unilatéral, et que ça date d'un siècle, et ce que je crois, moi, on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'un phénomène nouveau, il faut des concepts nouveaux. Hein, et que, bien plus qu'un technofascisme qui est... Alors, ça crée des sensations, tu comprends, ça crée des frissons, ça sonne bien, on met technopolitique, technofasciste, d'un seul coup, ça crée des frissons, ça ne correspond à rien du tout, c'est une paresse et une naïveté confondante, et puis qui nous abstrait de notre part, parce qu'on dit, les gourous, ils font des saluts quasi fascistes comme Musk, etc. D'abord, les gens de la tech, c'est beaucoup plus pluriel que ce qu'on pense. Le Silicon Valley, ils ne sont pas tous Trumpistes, c'est beaucoup plus, il y en a qui sont très progressistes, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et puis ça nous absout, nous. Tu comprends, de pointer du doigt. Il n'y a rien de plus facile. Non, ce qui se passe, et j'aurais presque terminé sur ce point-là, je suis en train de le théoriser, c'est ce que j'appelle une coalition d'intérêts avec ce pouvoir total, qui concourt à l'érection de ce pouvoir total. Qu'est-ce que c'est la coalition d'intérêts? C'est 4 choses. Et là, ce n'est pas dans le bouquin, je suis en train de théoriser actuellement, et je vais faire un entretien avec Isbek Erika, tu connais, qui est sur ça, justement, parce que ça les intéresse. Que je remette en question ce truc qui est un peu très à la mode, là, pour rien du tout. C'est coalition d'intérêts entre 4 entités. Je les explique en quelques mots. La tech, mais qui a développé des technologies dont ils se servent fondées sur 2 choses, sur la récolte des données principalement, et l'interprétation de ces données en vue de créer quantité de systèmes, et puis maintenant les IA génératives en vue de produire des symboles, parce que c'est ça les IA génératives, ça produit des symboles, et donc là, qu'il y a une sorte de vache à lait sans fin, de pompe à fric, de gisement de profit ininterrompu pour des années et des années, donc qu'ils aient des propensions, des tropismes politiques particuliers, franchement, c'est secondaire, et on prend trop au sérieux ce qu'ils disent, il faut voir ce qu'ils font. Donc ils développent toutes ces technologies sans fin, sans état d'âme. Plus ils y vont, plus c'est possible, comme dit l'autre, tout ce qui est possible, on le fait. Et donc c'est ça qui est à l'œuvre. Franchement, leur couleur politique, c'est pas du tout l'enjeu. C'est plutôt, en revanche, leur puissance financière, leur puissance industrielle et leur puissance à imposer ça à la société. C'est ça leur puissance. Deuxième, dans la coalition d'intérêts, les responsables politiques, dont Bruno Le Maire et tant d'autres, qui y trouvent de l'intérêt parce qu'ils considèrent que c'est l'horizon lumineux du capitalisme, donc ça va un peu les débarrasser d'inquiétudes économiques. Hein, en n'imaginant pas qu'il y ait d'autres voies industrielles ou économiques, avec le fait que ça inonde tous les autres chemins possibles, tous les autres chemins alternatifs possibles. Donc il y a cette coalition d'intérêts dans laquelle la plupart des politiques, quand je dis politique, ce n'est pas les personnes, la plupart des couleurs politiques, des partis, sont tous à l'unisson, hein, quasiment tous, pensent que la croissance dépend des développements technologiques. Troisième acteur de la coalition. Grossière erreur. Grossière erreur, et surtout... C'est la production énergétique qui fait ça. Et surtout Doxa. Tout le monde pense à l'unisson. On ne peut pas remettre en question. Quand je dis ça inonde tous les chemins possibles, on comprend. Ceux qui voudraient développer des modalités économiques alternatives, il y en a plein de velléités. Ça bouffe tout, ça occupe tout, ça broie tout. C'est un rouleau compresseur qui d'un seul coup se dit, là on pourrait mettre de l'argent, mais aussi de l'argent privé, peut-être pour des initiatives qui peut-être rapporteraient pas des trucs à 100%, mais à 10%. C'est évacué, ça n'entre même plus dans notre horizon des possibilités, même dans des ministères ou dans des institutions. Troisième
acteur, entité de cette coalition d'intérêts. On est très loin du technofascisme, là. Hein. C'est pluriel, c'est composite. Troisième vecteur de cette coalition d'intérêts, le monde des entreprises et des institutions publiques et des administrations, qui utilisent tous ces systèmes en vue de fluidifier, de rationaliser, d'optimiser leurs pratiques et de réduire les coûts, notamment de l'administration publique. Hein. Transformation digitale, on ne peut plus joindre personne, tout se fait en ligne, bon, mais quantité de choses. L'idée, c'est, troisième coalition d'intérêts, tout le monde des secteurs de la vie humaine, de la société privée ou publique, ils trouvent de l'intérêt, en général optimisé, et des intérêts de gain de coûts. C'est un vecteur, on ne peut rien y faire, c'est comme ça. Et là, tête baissée dans le plus grand cynisme, hein, que ça détruit des métiers de haute capacité cognitive, qui ont de la valeur, gain de coûts, chpac, rouleau compresseur. Et quatrième vecteur, tu as peut-être compris qui est ce quatrième vecteur, c'est des milliards d'individus dont on parlait tout à l'heure, qui ont failli notamment le 30 novembre, enfin le 1er décembre 2022, des milliards d'individus qui trouvent dans tous ces instruments, dans toutes ces technologies, des vecteurs de facilitation de leur existence, de distraction et maintenant de renoncement de leurs capacités intellectuelles et créatives et de leurs facultés cognitives. On est très très loin d'un fascisme qui est unilatéral et autoritaire. C'est ce nouveau composé qu'il faut penser. Et c'est ce nouveau composé sur lequel on peut essayer d'agir là où on le peut, là où nous nous trouvons individuellement et collectivement, plutôt que de pointer les grands gourous de la tech qui ne produira rien. C'est ça la situation. C'est ce composé-là. Ce pouvoir total, tu vois, c'est un nom, pouvoir total. Je l'ai même mis en lettres capitales parce que c'est ça qui vient. Et ça, c'est des catégories, Sky, tout à fait nouvelles, qu'on ne connaît pas, tout à fait nouvelles, et qu'on va devoir penser, pas seulement penser, auxquelles se confronter, mais qui va nous broyer. Ce pouvoir total, il va nous broyer, mais pas destruction de l'humanité, non, tu vas nous broyer insensiblement. C'est une sorte de veau d'or dont tout va dépendre. Comme tu disais tout à l'heure, tu disais justice. Donne-moi un champ de la vie, tu n'en trouveras pas, tout dépendra. Tout. Qu'est-ce que je fais ce soir? Qu'est-ce que je mange? Où va en vacances mon enfant? Où je vais en vacances? Dans quel hôtel je vais? Qui je dois rencontrer? Quel sport je dois faire? Quel livre? Non. Quelle action je dois faire? Dans l'entreprise, là où il y a encore du... Donc tout va... Ce pouvoir total.